Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Wildfire Game Dev FR, je m'appelle Nathan et aujourd'hui on continue notre découverte d'Unity. Au menu d'aujourd'hui, nous allons attaquer le player Inventory qui va nous permettre de stocker les coins que nous avons mis en place la dernière fois pour tester les interactions et on va en profiter aussi pour faire une première utilisation de l'UI pour pouvoir afficher au joueur la quantité de gold, de coin, qu'il aura récupéré. Avant toute chose, nous allons faire un peu de rangement dans notre projet, car nous avons plusieurs scripts dans le dossier script, et tous n'appartiennent pas, on va dire, aux mêmes éléments. Nous allons donc créer plusieurs dossiers, sous-dossiers à script. Nous allons en faire un premier avec player, dans lequel nous allons mettre tous les scripts qui concernent le joueur directement. Nous allons faire un autre dossier avec les interactions. Pour commencer, donc, nous allons prendre player action, player controller, ainsi que player pickup et player view. Nous allons les mettre dans le dossier. On peut revenir sur Unity. Nous allons pouvoir prendre coin object, Object Translator, Player Teleporter, Player Trigger et les mettre dans Interaction. Donc ça, c'est la première chose. On a bien nos différents scripts qui appartiennent au player et les différents scripts d'interaction pour l'instant. On n'oublie pas, si vous utilisez Git, de faire le petit push. Typiquement, voilà, c'est le bon moment de faire un petit commit. On va appeler ça reorder script folder. Voilà. Et on va pouvoir commit, tout simplement. On reste sur la branche d'interaction. On fera sûrement la pull request de cette branche en fin de vidéo. Nous pouvons retourner sur Unity et nous allons pouvoir commencer donc l'inventaire. Alors, nous avions vu dans l'épisode précédent que nous pouvions ramasser des objets et faire des actions à ce moment-là. C'est ce que nous faisions dans, dans Player, dans Player Action. Nous avions le onInteract qui appelle coin.pickup. Voilà, c'est ce que nous avions fait donc dans le player action. Et coin.pickup, pour l'instant, lui ne fait rien. On lui passe en paramètre le GameObject de l'utilisateur qui pick up ce coin. User, alors utilisateur, c'est vraiment de manière générique, ça peut être n'importe quel objet, voilà, qui pick up donc le coin, et pour l'instant il ne fait rien. On avait prévu qu'il fasse des choses, mais voilà, c'est ce qu'on va faire là dans cet épisode, et après juste on le destroy. Et c'est ce que nous avions fait dans le player pickup aussi, quand on a un trigger hunter avec un coin ici, on le pick up en donnant le pickup object ici, voilà. Donc, nous allons cette fois-ci continuer coin.pickup. Nous allons faire en sorte que le coin, quand il est ramassé, incrémente une variable. Donc pour ça, on va pouvoir attaquer le script de l'inventaire du joueur. Donc pour ça, nous allons donc dans script, et cette fois-ci le dossier player, et on va créer un nouveau monobehavior qu'on appelle player inventory. Voilà. Alors le but de ce script, ça va être de stocker tous les éléments que le joueur va pouvoir ramasser et utiliser. Pour l'instant, on va se contenter simplement des gold, donc vraiment de l'argent du joueur. Plus tard, on verra pour stocker des munitions, stocker des potions, des choses comme ça. Donc, comment faire pour stocker l'argent du joueur? On a une première possibilité qui est bête et méchante, c'est de créer un public int gold, et c'est tout. Voilà. Là, ça pourrait fonctionner. On a une variable gold, elle est accessible depuis l'extérieur de Player Inventory, donc dès qu'on ramasse un coin, on peut incrémenter cette variable, et c'est tout. Mais ça offre plusieurs problèmes. Déjà, il y a un problème de sécurité, parce qu'on peut se tromper dans la manière dont on va incrémenter cette variable. Si on a une fonction qui fait un calcul basé sur, je ne sais pas, par exemple une compétence du joueur qui augmente la quantité de gold reçu et qu'on fait une erreur dans une variable, quoi que ce soit, on peut se retrouver avec des valeurs négatives, des valeurs à zéro, et donc ça peut bloquer la boucle de gameplay. Voilà. Et ça pose aussi des problèmes de sécurité d'un point de vue cheat, utilisateur, car là, n'importe qui avec Cheat Engine pourrait tout simplement changer la valeur de cette méthode, enfin, de cette variable. Ce qui en soi, dans un jeu solo, n'est pas vraiment une problématique, mais on va quand même essayer de garder des bonnes habitudes. Donc, on va pas faire une variable publique, on va faire une variable private.
Déjà, là, il y a une sécurité. La valeur est encapsulée, donc elle est accessible que depuis l'intérieur de la classe qui déclare cette valeur-là, donc gold. Donc déjà, là, on a une première couche de sécurité. Mais nous, en tant que développeurs, on veut quand même pouvoir modifier cette valeur, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle des setters et des getters, un setter et un getter. Donc c'est une variable qui va set et une variable qui va get. Donc public void set gold et en paramètre int value. Oula, int value. Voilà. Donc là déjà, tout simplement, on a une méthode ici qui est publique, donc on peut appeler depuis player inventory, qui nous permet de set, vraiment de donner une valeur à gold. Donc on pourrait faire tout simplement gold égale value, sauf qu'on se retrouve au même problème. N'importe qui peut envoyer n'importe quelle valeur dans cette gold et se retrouver avec la quantité de gold qu'il veut. Alors déjà on minimise quand même un premier risque, par exemple avec des logiciels comme CheatEngine, là on ne peut pas passer une valeur en paramètre. Donc déjà il y a une première sécurité quand même qui reste en place, c'est déjà pas trop mal. Mais là, on n'est pas à l'abri d'une erreur venant de nous ou d'un autre développeur. Donc, on va essayer de trouver une meilleure solution que ça. On pourrait déjà ajouter d'autres sécurités. Typiquement, faire en sorte que si la value que nous donnons en paramètre est inférieure ou égale à 0, on return. Voilà, dans ce cas-là, on veut pas set une valeur négative ou une valeur à 0 pour gold. Sauf que c'est bien, mais ça résout pas tout, parce que si on consomme du gold, il faut qu'on le sache. Alors, bien sûr, on va avoir une méthode juste en dessous ici, public int get gold, qui, elle, va nous retourner, alors donc pas de paramètres, elle nous retourne juste directement gold. Ça, c'est super. Donc depuis l'extérieur de la classe, on pourrait get gold, faire la soustraction de l'argent qu'on veut retirer au joueur, et ensuite reset la valeur de gold dans le player inventory. Mais c'est beaucoup de manipulation. Donc c'est beaucoup de risques de faire une erreur de syntaxe, une erreur de compréhension, et de se retrouver avec des valeurs inattendues pour gold. Donc, on va faire une troisième solution qui est beaucoup plus pratique, surtout quand on manipule ce genre de valeur. Donc là, c'est pour le gold, mais typiquement, ce qu'on va faire là pour le gold, c'est ce qu'on va faire par exemple pour la santé du joueur, pour toutes ces variables qui sont un petit peu sensibles. Donc on va pas faire un set ici, alors on va garder le get en dessous, mais par contre on va faire deux nouvelles méthodes, public void add gold, avec bien sûr la value en paramètre, et vous l'aurez deviné, public void remove gold. Voilà, avec pareil un int value. Voilà. Et donc là, nos deux méthodes vont nous permettre de pouvoir précisément soit ajouter, soit retirer. Et avec ça, on va pouvoir ajouter de nouvelles sécurités, ce qui va être très pratique. Donc déjà, add gold, on va vouloir ajouter donc une certaine valeur sur notre argent. Donc on fait gold plus égal. Donc plus égal, c'est le signe qui permet d'incrémenter une variable, plus égale value. Donc si gold est à 100, que la value est à 10, à la sortie ici on aura 110. Voilà. Sauf que là, une fois de plus, si dans gold on passe une valeur négative, on va ajouter un nombre négatif, donc mathématiquement ça va retirer de la valeur sur gold. Et donc ça c'est dommage. Par contre, ce qu'on peut faire à partir de maintenant, vu qu'on veut que add gold ajoute quoi qu'il arrive, peu importe la valeur qu'on passe, on veut que ce soit ajouté à gold, on peut cette fois-ci travailler en fait avec la valeur absolue de value. Donc mathf.abs qui va donc nous faire la conversion de value vers sa valeur absolue, et ça, on l'ajoute à gold. Et tout simplement, on va faire la même chose dans remove avec moins égal. Voilà. Et là, on a une bonne sécurité. On a donc une valeur gold qui est présente dans le player inventory, et on a deux méthodes qui permettent de la modifier. Soit on ajoute du gold, soit on retire du gold, et c'est tout. Et là, peu importe ce qu'on va passer, parce que si vous faites une mauvaise manip au moment de remove gold, vous passez par exemple le prix d'un item. Imaginons, nous allons pouvoir acheter du matériel, on veut acheter une potion de soin, la potion de soin coûte 20 gold, donc le prix est stocké en positif, le prix de la potion c'est 20.
Donc si on veut faire remove potion.price, remove gold potion.price, si on n'avait pas cette sécurité de la valeur absolue, si nous n'avions pas en fait ces méthodes-là, on allait retirer une valeur positive. Donc ça n'allait pas marcher avec le set qu'on aurait fait avant. Il aurait fallu penser à chaque fois à faire moins potion.price par exemple. Bon, c'est tout un bordel. Là, de cette manière, on a juste qu'à passer une valeur positive ici, peu importe, donc ça sera directement le prix de l'item dans Remove Gold, et on est sûr que même si la valeur est positive, elle sera bien retirée de Gold. Pareil dans Add Gold, s'il y a une erreur de syntaxe, quoi que ce soit, on a mis un moins devant la valeur, c'est pas un problème. Le Gold, il sera toujours ajouté comme il faut, et ici, il sera toujours retiré comme il faut. Donc ça évite d'avoir des manipulations qui peuvent soit incrémenter, soit décrémenter la valeur de gold sans que ce soit de notre désir. Voilà. Voilà tout pour le script Player Inventory. Quoiqu'avant de terminer, on va ajouter une dernière méthode ici qui va nous être utile pour la suite du tuto. Quand on va faire l'affichage en UI, on va faire une petite méthode utilitaire, public string gold to string. Voilà. Cette méthode va nous permettre de retourner la valeur de gold, ici, donc comme getGold en fait, sauf qu'elle va nous la convertir en une chaîne de caractères, en un string, donc en texte. Pour ça, on va utiliser une chaîne interpolée. Nous avions vu ça dans les premiers épisodes. Tout simplement, on va pouvoir return, et donc là, pour créer une chaîne interpolée, on utilise en fait le signe $, on ouvre les guillemets, et là, on va pouvoir tout simplement retourner gold, entre crochets. Donc là, ça va lire la valeur de gold et la cast, ça s'appelle caster, ça va la cast en string, transformer en string. Et nous, on va faire un peu de formatage, on va ajouter le G juste à côté. Voilà. Avec un petit espace peut-être, quoique sans espace. Voilà. Donc ça va nous permettre de retourner le string avec un petit formatage pour qu'on le comprenne. Donc ça va nous permettre d'afficher directement ça en UI de manière propre ou dans d'autres voilà, dans d'autres situations. Donc comme ça, on a la valeur et l'unité ici avec G. Alors, bon, mathématiquement, c'est pas vraiment correct, mais on s'en fout un peu. Maintenant que Player Inventory est terminé, on va pouvoir passer à son affichage en UI. Mais avant ça, nous allons faire un dernier petit script sur le player. Un script qui va nous permettre de resituer, de centraliser tous les autres scripts du joueur. On va faire le script en fait tout simplement qu'on va appeler player. Vous allez voir, ça va être plutôt pratique pour la suite du tuto. Donc pour ça, on retourne sur Unity, toujours dans le dossier player, on crée un script monobehavior qu'on appelle player. Voilà. Tout simplement, ce script va nous permettre de recenser tous les scripts qui sont mis sur player, sur notre joueur à nous. Alors, on a vu qu'on pouvait le faire avec un get component, ce genre de choses, mais c'est pas mal de pouvoir centraliser les données sur une classe player qui, elle, va vraiment connaître tous les scripts qui composent notre player et de pouvoir intervenir dessus, etc. Donc, on crée notre script player, voilà, et il va être composé. C'est ce qu'on appelle une composition de classe, parce que notre classe est composée d'autres classes. Donc, il sera composé donc d'un private player action, nous avions, qu'on va appeler player action, tout simplement. On va avoir un private player controller, voilà, player controller. Oui, s'il te plaît, merci. On va aussi avoir le player view, private player view, on va appeler player view, voilà. Et je crois que c'est tout, parce que player pickup, c'est en enfant du player, et de toute façon, on va pas forcément continuer de travailler avec lui pour le moment. Donc ouais, la view, c'est bien ce qui, voilà, ça draw le rayon et ça prévient de ce qu'on a. Oui, donc ça, c'est bon. Ah oui, et bien sûr, j'oublie, il va être aussi composé donc de notre player inventory. Voilà, player inventory. Voilà. On va bien évidemment tous les sérialiser. Donc je le rappelle, ça nous permet de rendre un, un champ privé accessible depuis l'inspecteur d'Unity.
Voilà, donc ça va me permettre comme ça de pouvoir drag and drop les scripts et de bien les renseigner. Et on va faire des petits accesseurs, donc public, player action avec un P majuscule cette fois qui va nous retourner la valeur player action. Donc là, cette manière-là, ça revient exactement à écrire public player action. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, j'en peux le remontrer. Player action, voilà. Ça revient, voilà. Là, ces deux éléments-là sont exactement la même chose d'un point de vue du compilateur pour le code. Donc, soit on écrit toute une méthode avec la déclaration des paramètres, le return, etc. Soit on fait directement cet accesseur-là. Voilà. Donc, pareil, public player controller, public player view, voilà. Là, on laisse notre IDE faire le boulot. Voilà, c'est super. Player action, player controller, player view, player inventory. Pour l'instant, c'est tout ce que le script le player va avoir besoin de faire. Donc, grâce à player, on va pouvoir centraliser les informations de notre joueur. Ce qui va nous permettre, plus tard, de pouvoir simplement récupérer notre joueur et à partir de ce moment-là, pouvoir appeler l'inventaire, appeler le contrôleur, appeler les stats, ce genre de choses, les compétences, n'importe quoi en fait. Donc on n'oublie pas bien sûr de le mettre sur notre script player. On va pouvoir mettre, enfin sur notre objet player, on va mettre le script player et on va voilà, prendre player action, je drag and drop, player controller, je drag and drop, player view, je drag and drop et on va pouvoir ajouter aussi notre player inventory. Voilà, on va le remonter au-dessus du contrôleur. Voilà. Donc ça, on a un player un peu plus complet cette fois-ci, avec donc notre script player qui va gérer tous les autres scripts, le player action, le player view, le player inventory et le player controller. Ça déjà, c'est pas mal. Ensuite, pour pouvoir afficher en UI, nous allons devoir récupérer le joueur. Il faut qu'on connaisse le joueur pour pouvoir interroger son inventaire et savoir combien il y a de gold sur lui. Donc on a vu dans les précédents épisodes que par exemple avec le player téléporteur ici, on pouvait évaluer, enfin Unity nous donnait l'objet qui traversait le collider et donc grâce à un get component, on pouvait savoir qu'il avait un player controller et donc faire des actions. Sauf qu'on ne va pas réutiliser ce genre de méthodologie pour savoir combien de gold a le joueur pour l'inventaire, enfin pour l'afficher en UI. Lui a besoin de savoir constamment, à tout instant, quelles sont les variables à afficher, etc. Donc on ne peut pas attendre que le joueur traverse une zone, un collider, quoi que ce soit, pour savoir que, ah oui, ok, donc là il est là, donc lui il peut. C'est pas pratique. Donc, pour ça, il y a une solution. Alors, il y en a plusieurs, comme d'habitude, mais on va utiliser une solution. Ça va être un accesseur statique. Alors, le player c'est notre joueur. On est sur un jeu solo. Il ne va pas y avoir d'autres joueurs. Il va pas y avoir va pas avoir des images de joueurs. On n'est pas en réseau, etc. Donc, on a un seul joueur. Il est unique sur la scène. Ça sera toujours le seul, toujours le même. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un accesseur statique. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est statique? Statique, dans une classe, on a vu en C# et en programmation objet de manière générale que nous avons les classes, qui est un genre de plan de construction, un moule à gâteau tout simplement, et de cette classe, de ce moule, on va créer des instances de classe, donc qui sont des objets qui sont créés selon le moule, selon le plan, donc selon la classe, et qui ont leurs propres données. Et ces données, donc, elles existent pendant la durée de vie de l'instance. Quand l'instance est détruite, toutes les modifications apportées à cette instance disparaissent avec elle. En utilisant le mot-clé statique, donc on va le faire juste ici par exemple, on va pouvoir faire un public static int value par exemple. En utilisant le mot-clé statique, ça nous permet de dire que la valeur ici, value, elle appartient à la classe directement et pas à une instance de classe. Genre là, on va modifier directement le moule à gâteau et pas le gâteau qui sort de ce moule. C'est ça le mot-clé statique. Ça nous permet de définir que la classe player, peu importe l'instance qu'on va en créer, le nombre d'instances qu'on va en créer,
La classe player possède une valeur qui s'appelle value et qui est modifiable, lisible, etc. mais qui appartient à player. Elle a pas besoin on n'a pas besoin d'instance pour modifier cette variable. Petit exemple, on prend n'importe quel script ici, par exemple bah, player pickup ici, coin, après coin, en fait on pourrait faire player.value. Vous voyez, on l'a là. Et là, on peut dire, on peut faire ça tout simplement. On n'est pas sur une instance de player, on n'a pas eu besoin de faire le get component player pour connaître l'instance, etc. Le problème, c'est que du coup, il n'y a qu'une seule, il y a qu'une seule variable value qui existe dans player et qui est modifiable. Il n'y a pas autant de variables value que d'instances de la classe player. Donc, le statique, il faut y faire attention parce qu'on peut vite se mélanger les pinceaux. Mais ce qui est très intéressant à faire, c'est d'avoir un public statique player, player ou main player. Ou tout simplement, non, tout simplement player. Ah, quoique, si, voilà, tout simplement player avec un petit p. Même mieux que ça, on va l'appeler instance parce que avec, voilà, avec un i majuscule. Et donc ça va nous permettre de pouvoir stocker dans la classe player l'instance du joueur au moment de sa création. Ce qui va nous permettre d'avoir accès à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment durant le jeu. On va pouvoir avoir accès à l'instance du joueur, peu importe où est-ce qu'il est, physiquement, etc. Et donc pour ça, on va aller dans Awake, on va modifier donc dans Awake la valeur de instance, on va vérifier, alors on va faire plusieurs choses. If player.instance player.instance différent de nul, si quelque chose c'est déjà abonné, on return. Enfin, abonné. Si un player, si une instance de player a déjà été créée et elle s'est déjà auto-renseignée dans la valeur instance ici, on return. On va garder que le premier qui est arrivé. Premier arrivé, premier servi globalement. Et donc, autrement, on fait player.instance. Ah, j'ai fait une faute, pardon. Instance avec un S. Autant pour moi. Player.instance égale this. This, c'est le mot-clé, toujours dans C# qui nous permet de référencer. Enfin, this, c'est notre instance, c'est nous. Là, dans le runtime, au moment où on va appeler ça, this, bah, c'est l'instance de la classe player qui est en train d'exécuter son awake. Et donc, c'est cette instance, au moment où elle exécute son awake, elle va appeler la variable instance de player et s'auto-référencer dedans. Donc à partir de maintenant, par exemple dans player pickup, au moment où coin.pickup est appelé, on peut faire player.instance. Et là, à ce moment-là, on travaille avec l'objet player qui existe dans la scène, le même qui a collidé avec le player téléporteur, etc. On est sur l'instance de l'objet player. Et à ce moment-là, on peut par exemple aller chercher player inventory, puisqu'il est référencé grâce à notre accesseur, et appeler add gold et lui donner une valeur, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Juste, on ne va pas le faire dans onTriggerHunter. On va retourner dans coin pickup ici et on va faire une petite vérification quand même parce qu'on aime bien la sécurité. Donc on va pouvoir faire if user.getComponentPlayer. Là en fait on appelle toujours player. Alors oui, on va dire c'est dommage, on appelle player, ça sert à rien ce qu'on vient de faire. Mais en fait là tout ce qu'on fait c'est juste vérifier que l'utilisateur qui vient de nous pick up est bien le joueur pour éviter que par exemple on pourrait avoir des PNJ qui vont ramasser les golds, ce genre de choses. Mais nous, ce qu'on veut vérifier, c'est que si c'est bien, si l'utilisateur qui a pick up notre coin object est bien un player, donc que le get component nous retrouve une valeur qui est différente de nul, à ce moment-là, on va pouvoir appeler, voilà, player.instance.playerInventory add gold. Et là, on passe directement en fait la variable value. Voilà. Comme ça, peu importe la valeur qu'on aura donnée à notre gold, elle sera bien incrémentée au stock d'argent du joueur. Voilà. Donc,
Pour récapituler, on a bien donc notre classe player qui existe, qui est bien sur notre objet player. À la création de cet objet, quand le script player va exécuter son awake, donc quand l'instance de player va exécuter son awake, elle va s'auto-référencer à la classe player et elle va dire hey la classe player, ta variable statique instance, eh ben, c'est moi qui suis dedans. Et donc à partir de ce moment-là, n'importe qui peut appeler la classe player et lui dire hey au fait, est-ce que t'as pas un gâteau qui est sorti de ton moule et qui correspond à ce que je recherche. Enfin voilà. Et là, le moule à gâteau va pouvoir dire oui, j'ai gardé, je sais de quel gâteau tu parles, c'est celui-là. Voilà. C'est très pratique. C'est ce qu'on appelle, de manière générale, en C Sharp et en programmation objet, c'est ce qu'on appelle un singleton. Vous pouvez aller faire une petite recherche sur Google, vous allez vite retrouver le pattern qu'on a créé ici avec static instance et l'initialisation en awake. Ça s'appelle un singleton et c'est extrêmement utile, mais il faut faire attention quand on les manipule. Il ne faut pas avoir envie de tout passer en singleton parce que souvent on se retrouve avec des petits problèmes après de données qui restent pendant le runtime alors qu'on voudrait les retirer. Enfin bref, voilà. Nous allons pouvoir passer cette fois-ci à notre UI. On va commencer d'abord par le mettre en place dans la scène. Donc, dans l'épisode précédent, nous avions vu que quand on crée une image, pour la petite crosshair que nous avons au milieu, Unity crée un canevas. Le canevas, c'est un component pour Unity qui lui permet d'afficher quelque chose par-dessus par-dessus la caméra, par-dessus la vue de la caméra. Donc, si nous retournons dans notre scène et que nous dézoomons fortement, nous avons un gros carré blanc ici. C'est ça notre canevas, qui est calqué sur, le ratio de la fenêtre de game. Donc, si par exemple on le passait en 1024 par 1024, vous voyez, le carré est devenu carré, tout simplement. Donc, nous, on va revenir en 16 neuvième parce que c'est le ratio qu'on va utiliser et c'est le ratio le plus commun. Donc, nous avons notre objet canevas ici. Il possède déjà une image qui nous sert de petit point de visée. On va rename cette image en mPoint, tout simplement, pour comprendre de quoi on parle. Nous, ce que nous allons faire à partir de maintenant, c'est on va vouloir afficher du texte. Avant ça, on va faire un petit push sur Git parce que on va avoir un autre commit à faire juste après. Donc, on va pouvoir faire add player add player and player inventory. Voilà, tout simplement. Inventory, pardon, je ne sais pas parler. Voilà, add player and player inventory. Voilà, on va commit ça toujours dans l'interaction. Voilà. Et donc, on retourne sur Unity. On va faire clic droit dans Canva, dans UI, ici, entre parenthèses Canva, et on va choisir texte TextMesh Pro. Alors, TextMesh Pro, c'est un package Unity. Alors, à la base, c'est un package qui a été créé par des utilisateurs. Et il était tellement bien et tellement utilisé que Unity a fini par racheter le package et l'intégrer au moteur directement. Et donc, ça va vous offrir une petite fenêtre ici, TMP Importer. Alors moi, ça me l'a ouvert sur un autre écran, donc vérifiez si vous avez plusieurs écrans. Il va falloir importer tout le package. Donc on clique sur Import TMP Essential. Une fois terminé, on n'a pas besoin d'importer les exemples et les extras. Alors vous pouvez, si vous voulez, regarder un peu comment ça marche, mais pour la suite du tuto, ce n'est pas nécessaire. Donc on peut fermer cette fenêtre et retourner sur Git, et on se rend compte que là, on a beaucoup de modifications qui sont arrivées, 82 changements. Donc on va pouvoir push add tmp package. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est commit, on peut revenir ici. Donc nous avions notre texte, cette fois nous avons notre texte ici et on va faire plein de choses avec. Déjà, pour que ce soit plus facile, je vous conseille de cliquer ici sur le 2D barré pour passer en affichage 2D. Donc là, ça aplanit et on voit bien notre texte ici. Alors là, il est en blanc sur blanc, c'est pas très pratique. Donc pareil, on peut modifier plusieurs choses sur la scène. Là, les trois sphères que vous avez permettent de changer la manière dont la scène est affichée. La sphère tout à droite ici, ça nous affiche la scène la plus proche de le résultat du jeu. C'est-à-dire avec les shadows, avec les lumières, avec tout ça. On peut passer en Unlit Draw Mode, par exemple,
en wireframe, etc., en wireframe shaded, il y a plusieurs solutions. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'aller dans les feuilles avec la petite étoile, là, je ne sais pas comment appeler ça, et on va désactiver la skybox. On peut même d'ailleurs cliquer directement ici et tout désactiver. Comme ça, vous voyez, la scène passe en gris, et ça nous permet quand même de beaucoup mieux voir ce qu'on est en train de faire. On va agrandir aussi un peu notre scène. Voilà, c'est un peu plus propre. Voilà, c'est un peu plus propre. Donc, notre texte ici, on va le renommer. On va l'appeler Gold Label. C'est un label qui va nous afficher les golds du joueur. On va, pour l'instant, le mettre dans un coin, probablement en haut à gauche. Alors, on pourrait le drag and drop, le poser ici, et c'est tout. Ça fonctionnerait. Mais par exemple, quand on va changer de ratio, vous voyez, là, le ratio en 16 dixièmes mange une partie du texte. Parce que il faut qu'on configure deux, trois petites choses. Il faut qu'on fasse quelque chose de responsive. Si vous avez déjà un peu manipulé du langage web, du CSS, ce genre de choses, vous voyez de quoi je parle. Pour ça, il faut d'abord qu'on modifie dans Canva le render mode. On va le garder sur overlay. Ça, c'est bien. Par contre, juste un peu plus bas, le UI Scale Mode, on est sur un constant pixel size. Nous, on va vouloir le scale selon la screen size avec une référence en 1920 par 1080. Tout simplement. Donc là, déjà, voilà, vous voyez que le texte ici a changé. Déjà, il est beaucoup plus petit. Parce que maintenant, il part du principe, par défaut, notre affichage est en 1920 par 1080. Et ensuite, selon le changement de, de définition et de ratio, il va s'étirer, se rétrécir, etc. Donc là, si on le redéplace manuellement en haut à gauche, il est là on le voit bien. Si je passe en 16 dixièmes, vous voyez, il s'est resitué comme il faut. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On pourrait le garder comme ça, mais c'est pas très propre de passer à la main. Ce que je vous conseille, c'est de changer l'ancrage de notre objet. En UI, on utilise des encres. On a des encres à chaque point ici, là, en haut à droite, à gauche, en bas, au milieu, voilà. Et pour modifier ça, on va cliquer sur sur l'encore preset ici. On va dire qu'on veut se mettre en haut à gauche. Là, notre objet, son encre, vous voyez, elle est en haut à gauche ici. C'est cette espèce de croix là, ça nous définit notre encre. Ensuite, on va pouvoir changer le point de pivot de notre objet, qui pour l'instant est au centre. C'est là où là où il y a le cercle bleu. On va le mettre à 0 sur la gauche. Donc X à 0. Là, vous voyez, il est là. Et ensuite, nous, on veut que le point de pivot soit en haut à gauche. Donc Y, on met à 1. Voilà. Donc là, déjà, notre point de pivot, il est en haut à gauche. L'encre de notre objet UI, il est en haut à gauche. Et donc là, on va pouvoir lui dire, je veux que tu te situes à 50 pixels à droite de ton encre et à moins 50 pixels en dessous de ton encre. Voilà. Et donc là, dans le game, ici, peu importe comment on va définir la résolution, vous voyez, peu importe ce que je fais ici, on a toujours le new text qui reste bien accroché au même endroit par rapport à sa résolution, par rapport au scale de la fenêtre, etc. Donc ça, c'est super. Donc on va le laisser là et on va pouvoir manipuler un peu plus l'aspect de notre label. On va pouvoir changer l'alignement, on le met au centre, en justifié, tout proprement. On va pouvoir lui donner, pour tester, on va pouvoir mettre 0, 3 0, un petit g. On va même en profiter pour changer la couleur. Donc on clique sur Vertex Color ici. Et donc là, on peut lui mettre une couleur orange, orange jaune, quelque chose comme ça, pour qu'on comprenne. On peut aussi le mettre en gras. Et donc là, on a déjà un label qui est pas trop mal. Si on retourne dans l'onglet Game, il est affiché en haut à gauche. Il a une petite couleur qui rappelle un peu la couleur de l'or. C'est super. Il est peut-être même un peu trop écarté du bord. On va le réduire peut-être à 20, pardon, 20, 20, moins 20, autant pour moi. Voilà. Oui, je préfère ça. Je préfère ça. Petite chose, ceci dit, là, on a les golds. Alors, c'est écrit un peu en gros. On peut aller jusqu'à 999, mais on pourrait aller jusqu'à 9999. On pourrait aller beaucoup plus loin. Vous voyez que là, si j'en mets plein, on déborde. Là, c'est plus très propre. Donc, on va pas aller aussi loin, bien évidemment, dans l'argent, mais une bonne manipulation à faire, c'est
de définir la font size ici. Alors on pourrait mettre quelque chose qui corresponde à peu près pour que ça rentre. Voilà, voilà, par exemple, on est à 28, mais on peut choisir Auto Size, ce qui va permettre de changer la taille. Vous voyez, si j'agrandis, la taille se réduit pour toujours bien rentrer le texte au sein de notre label. Donc, nous, on va faire ça et en fait, on va lui donner une valeur minimum et maximum, par exemple 24, 28. Et déjà, rien que de cette manière, vous voyez, on peut ajouter plusieurs zéros et là, le texte se réduit petit, mais jusqu'à atteindre son minimum de 24 et après il va déborder. Et comme ça, on est sûr d'avoir un texte qui va qui a peu de chances de déborder et qui reste toujours lisible parce qu'il aura toujours une font size entre 24 et 28. Voilà. Ça, c'est des bons réflexes à avoir avec les labels. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va avoir à faire pour notre UI, pour l'affichage ici. Donc on a vu comment ajouter un label, changer ses paramètres, l'ancrer correctement par rapport à notre fenêtre, sachant que ça fonctionne aussi avec les enfants, les parents, etc. Donc on peut structurer comme on veut notre fenêtre en créant des panels à gauche, à droite, en haut, en bas, mettre les enfants, etc. Voilà. On verra de toute façon au fur et à mesure de notre tuto. On fera toujours des petites mises à jour du i en ajoutant des petits éléments. Comme ça, on va pouvoir tout voir petit à petit. Donc, pour notre interface utilisateur, on va s'arrêter sur ça. On va passer maintenant au code. Donc, on retourne dans Script, on va créer un nouveau dossier. Si on y pour continuer comme on veut, on va l'appeler UI parce que dedans, on va y mettre les scripts de UI et on va pouvoir créer un nouveau MonoBehavior script qu'on va appeler UI Manager. UI Manager aura comme but de gérer tout l'affichage de notre jeu. Et donc, on va utiliser quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu parler, un singleton, pour pouvoir accéder à lui, peu importe la classe, l'instance, peu importe où est-ce qu'on est dans le runtime, on va pouvoir appeler UI Manager et lui dire de faire des choses. Et donc pour ça, on va faire un public statique UI Manager instance. Et en awake, on n'oublie pas de faire if instance est égal à nul, on va dire que instance est égal à this. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Ah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire plus précisément ici, comme ça on a toujours la même chose. If instance est égal à nul, instance égale this. Voilà. Donc déjà, de cette manière, UI Manager, on va pouvoir y accéder de n'importe où. Par exemple, dans Player Inventory, ici, quand on a une modification, on pourrait faire UI Manager.instance.quelque chose. C'est ce qu'on va faire juste après. On va dans UI Manager, on va pas s'embêter pour l'instant à créer un deuxième script qui va stocker seulement le label. On fera ça plus tard quand on aura un tout petit peu plus d'éléments à mettre en place. Pour l'instant, on va juste faire donc un private tmp underscore text. Ça, c'est le type du coup du component qu'on a utilisé pour afficher le texte de Gold en haut à gauche là. On va l'appeler Gold Label, évidemment. Voilà. On n'oublie pas d'en faire un serialize field. Voilà. Et on va pouvoir faire ici public void update gold et lui donner un string directement. On va pas lui donner le string, on va lui passer directement la value, comme ça on va être un peu plus libre. Alors, c'est dommage, c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage parce qu'on avait créé une variable qui nous transformait le gold en string, mais au moins comme ça c'est un peu plus proche. Enfin, ça nous va permettre d'être un peu plus permissif. Donc public void update gold, tout simplement. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler gold label .text pour pouvoir modifier le texte de notre label, qui va être égal à, donc cette fois, on refait le string comme on avait fait la dernière fois. Donc dollar, ouvrez les guillemets. Et donc cette fois-ci, on retourne, on lui donne value gold. Voilà. Alors
Oui, c'est vrai que c'est exactement ce qu'on a fait dans le Player Inventory ici, dans le Gold to String. Pourquoi je le refais ici en préférant passer à int value? C'est parce que potentiellement que plus tard, on va vouloir changer la couleur de notre label en fonction de la valeur du gold. Si le gold est à 0, on veut l'afficher en rouge, et si il est au-dessus de 0, on veut l'afficher avec sa couleur par défaut. On fera ça dans de prochains épisodes, parce que sinon ça va être un peu trop long. Mais voilà, donc ça, comme ça, on prévoit pour plus tard d'avoir voilà, notre texte ici, value, tout simplement. Et donc, maintenant, dans Player Inventory, au moment où la variable gold est modifiée, on va appeler UIManager.instance.update gold en lui donnant la valeur gold du joueur. Ça, c'est une première solution. On va la changer dans un instant. Mais d'abord, on va aller tester. On va aller voir un peu comment ça marche tout ça. Mais on va pas rester sur ça parce que je vous expliquais, ça va nous causer deux, trois problèmes. Alors, avant de tester, je voudrais vérifier que voilà, Pickup Sphere, on va la redésactiver si c'est pas déjà le cas. Hop, et normalement on l'avait fait dans l'épisode précédent, la désactivation de la Pickup Sphere. Mais moi, entre deux, j'ai fait des tests. Bref. Donc, on a notre gold en haut à droite qui est bien à 00G, voilà. Et donc là, si je m'approche, que je vise ici, si j'appuie sur E, on a un nul ref. Pourquoi avons-nous un nul ref? Parce que je n'ai pas, je n'ai pas de script UI Manager. Vous voyez, typiquement, une erreur toute bête. Je vais la laisser au montage, celle-là. Donc dans Canva, on retourne sur Canva ici et on va lui donner UI Manager. Voilà. Et donc là, on va pouvoir lui donner donc directement Gold Label. Voilà. Et UI Manager, d'ailleurs, on le remonte au-dessus du Canva. Je préfère aussi. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, c'est plus propre. Et donc cette fois-ci, on va pouvoir retester. Voilà, on a bien le 0 en haut à gauche. Et ça, si je vise et que j'appuie sur E, vous voyez, on a un gold, 2 gold, 3 gold, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc là, on a bien notre système d'inventaire qui fonctionne. On stocke les golds du joueur et on peut les afficher. Dès qu'il y a une modification, on vient l'afficher dans en UI. Sauf que ça pose un petit problème. C'est qu'il ne faut pas oublier quand il y a une modification, de bien appeler l'update de Gold, etc. C'est pas vraiment, on va dire, c'est pas vraiment au script player inventory de savoir quand lui doit afficher quelque chose. Donc on va faire une petite modification, on va travailler dans le sens inverse. En update ici, on va tout simplement appeler le player, donc player.instance.playerInventory.getGold. Voilà. Ça, on va le prendre, bien évidemment. On va appeler update gold, get gold. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'en update, on peut ajouter une petite sécurité, bien évidemment. If player.instance différent de nul. Voilà. Voilà, petite sécurité. On vérifie bien que il existe une instance dans player. Si c'est le cas, à chaque frame, on va update gold en interrogeant la valeur, en demandant, en fait, on récupère donc la classe player, on lui demande si elle connaît une instance de player, si un player c'est bien référencé en tant qu'instance principale, et on lui interroge donc son player inventory, et on demande à l'inventaire de nous retourner la quantité de gold que le joueur stocke dans son inventaire. Voilà. Et donc là, on va retourner tester. Vous allez voir qu'il ne va y avoir absolument aucune différence, parce que ça revient à la même chose. Seulement, ce n'est plus au script Player Inventory de gérer à quel moment lui doit rafraîchir son affichage. C'est directement lui qui gère ça tout seul. Voilà. Et donc, c'est plus propre d'un point de vue méthodologie d'avoir chaque script qui a bien sa propre fonctionnalité,
ses propres intérêts. On va donc pouvoir s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va rajouter le petit texte en dessous du endpoint pour afficher le message de l'interaction. Et après ça, on va commencer à intégrer un petit peu de visuel dans le jeu, parce que ça commence à être un petit peu nécessaire pour bien comprendre ce qu'on fait. Et on va encore toucher un peu aux interactions, avec notamment l'attaque du personnage, parce qu'on va commencer un peu à faire du gameplay, hein, il serait temps. Et éventuellement les stats donc, de vie du personnage. Et si on a le temps, perdre, gagner de la vie grâce à une potion et par exemple à un piège, ce genre de choses. Mais ça sera peut-être dans encore le prochain épisode. L'idée pour l'instant du projet, ça va être vraiment de nous amener. Alors, j'avais parlé de FPS, mais on fera pas forcément un shooter, euh, bien qu'on pourrait. Mais on va plutôt s'orienter sur un petit dungeon crawler parce que c'est hyper marrant à faire, plus qu'un random shooter. Et il y a beaucoup d'éléments de gameplay qui sont très intéressants à voir. Là où le shooter, bon bah une fois qu'on a fait l'arme qui tire et les IA qui vont se déplacer autour de nous, il n'y a plus grand chose réellement. Et c'est un petit shooter, donc on n'allait pas faire de la balistique, ce genre de choses. Donc je me suis dit que faire un petit dungeon crawler first person dans lequel on va aller taper des petits gobelins au travers d'un petit donjon, récupérer des golds et ouvrir des coffres, ça va être un tout petit peu plus sympa, surtout qu'on va pouvoir ajouter des petites mécaniques de pièges, ce genre de choses. Ça va vous faire manipuler beaucoup plus les déplacements d'objets par le script, les animations, ce genre de choses. Ça va être beaucoup plus complet comme tuto, donc voilà. C'est vers ça pour l'instant qu'on se dirige. Et donc, prochain épisode, on va probablement essayer de voir comment faire l'attaque du personnage pour comprendre un peu, voilà, utiliser le clic gauche, etc. Et si on a le temps, on va rajouter les stats et une potion pour gagner de la vie et un piège qui nous fait perdre de la vie, ce genre de choses. Et à partir de ce moment-là, on s'approchera de l'épisode 10 en théorie, et donc on va pouvoir commencer à mettre tout ça en place dans une première scène, et ça va être sympa, ça va être très très sympa. Voilà. Donc, pour ceux qui utilisent Git, et je vous conseille toujours d'utiliser Git, on va pouvoir push les dernières modifications que nous avons fait. Avec un petit summary ici, on va dire voilà, add UI with gold label. Voilà, on commit et on va pouvoir cliquer sur push to origin, c'est super. Et on va faire une petite voilà, create pull request pour donc la feature interaction. On clique, ça va nous ramener directement sur la page Git. Donc là, à ce moment-là, on le refait ensemble. On veut bien la branche feature interaction. On va la merge dans la branche de base qui est développement. Il nous prévient bien que le merge est possible, donc on crée la pull request. On attend que le checking se fasse. Il se peut, selon le moment où vous suivez l'épisode, que le checking prenne un temps fou. Il y a des petits problèmes Git au moment où je tourne cette vidéo. Donc, si c'est le cas que Git n'arrive pas à évaluer si le merge peut se faire automatiquement, je vous conseille de faire comme il propose ici, Still in Progress, Convert to Draft. On clique et on va Convert to Draft. Et à ce moment-là, le merge de la branche se fait à notre bon vouloir. Lui, il avait vu qu'il n'y avait pas de conflit. Et donc, nous, à ce moment-là, on peut dire que la branche est prête pour être review. Et donc, on peut merge la pull request. Voilà. Ça outrepasse la vérification automatique de Git. C'est vrai. Donc là, c'est à vous de faire attention à ce moment-là. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, feature interaction, on va garder la branche parce qu'on risque de revenir dessus. On va donc pouvoir retourner ici, aller dans, on va pouvoir aller faire un fetch origin avant tout. Voilà. Et donc là, voilà, développement, on voit qu'elle a été update juste maintenant. On peut retourner dessus. Voilà. Si on fetch origin, voilà, on a bien la branche ici qui est à jour. D'ailleurs, donc si on retourne sur Unity, et Unity n'a pas besoin de recharger, on a bien les dernières modifications. Donc ça, c'est super. On est revenu sur notre branche développement.
et la branche interaction est terminée, entre guillemets. Dans notre history, on voit bien qu'on a le merge de la pull request numéro 2, feature interaction, ça c'est super. Et donc, on va pouvoir faire retourner typiquement sur caractère, comme ça, on va voir une dernière petite manip Git ensemble. Là, la branche caractère, ça fait 2 mois qu'elle n'a pas été update. Donc si on retourne dessus, je la sélectionne. D'ailleurs, il nous reproche de publish la branche parce qu'on l'avait supprimée au dernier merge. Donc ça, on peut le faire puisqu'on va retravailler dessus pour l'intégration du caractère et de son attaque pour le prochain épisode. Mais on voit qu'en retournant sur Unity, là, Unity est en train de recharger parce que les fichiers ont été modifiés. Git, là, est en train de nous redonner la version. Alors, vous voyez déjà, lui, il y a des scripts qu'il ne connaît plus. On se retrouve avec les 3 scripts. On n'a plus player, on n'a plus rien. On clique sur Reload et la scène n'est plus du tout la même. Vous voyez, là, on est revenu à l'état de base du script, enfin de la branche caractère comme on l'a laissé. Et c'est il y a un bon bout de temps. Si on retourne dans History, en fait, d'ailleurs, on est sur l'history de notre player, c'est vraiment il y a 2 mois. Et donc, à ce moment-là, la branche caractère, il faut qu'on la mette à jour sur la branche développement, qui est beaucoup plus en avance. Autant pour moi, ne cliquez pas sur développement, je reviens sur caractère, c'est une mauvaise manip, voilà. On est bien, voilà. Unity, c'est bon, c'est super. Donc là, on est sur la branche caractère ici, on va aller dans le menu branche ici, et on va lui dire Update from Development. Et là, donc on a bien merge développement dans caractère et on va pouvoir push sur notre branche. Voilà. Et donc là, si on retourne dans History, cette fois-ci, voilà, on voit qu'on a récupéré toutes les dernières modifications, le merge, etc. Donc là, ça y est, la branche caractère est désormais up to date. Si on retourne sur Unity, on va voir que tout va se mettre à jour. Si on reload, voilà, on revient bien donc aux dernières modifications. On a bien les golds en haut à gauche, la scène a bien été rechargée comme il faut, tout va bien, voilà. Donc, cette fois-ci, on va s'arrêter à cet endroit-là. On a bien donc les dernières modifications, on a fait la mise à jour de Git, etc. Tout est bien, donc on va se retrouver semaine prochaine, même heure, même jour, pour le prochain épisode qui va concerner donc cette fois-ci le caractère avec son attaque. On va ajouter un petit modèle, ce genre de choses. On va commencer à faire un peu d'intégration, ça va être top. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, continuez à vous intéresser aux technologies et gros bisous.